Et salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Vitalities, le podcast des entrepreneurs du sport. Une fois n'est pas coutume, je reçois un entrepreneur dans le domaine du sport qui va nous parler de son business. Il s'agit de Benoît Guillard qui gère une boutique dans le domaine du running et également une agence de distribution de marques de sport. Il va nous parler de son parcours, des difficultés qu'il a rencontrées et également de son expertise dans l'accompagnement des marques. Donc on va parler stratégie de marque, études de marché, positionnement, storytelling, tout ça pour vous aider à faire grandir votre business. Si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, partagez autour de vous. Bonne émission à tous. Benoît, merci beaucoup pour ta présence. Est-ce que tu es en forme? Ça va super, merci de ton invite. Ça va super. Pleine forme. Ok, bah écoute, super, c'est un plaisir de te recevoir. Toujours un plaisir de recevoir dans cette émission des entrepreneurs du sport, aussi bien passionnés par la pratique du sport que par la création d'entreprises et la création de valeur pour le client. On va en parler aujourd'hui. Comment est-ce que toi, Benoît, tu donnes de la valeur à tes clients? Mais avant ça, qu'est-ce qui t'a mené sur la voie entrepreneuriale? Qui m'a mené sur la voie entrepreneuriale, je dirais que c'est la passion, hein. C'est la passion du sport. Moi, je pratiquais l'athlétisme. J'ai commencé jeune. J'ai suivi mon frère, ma sœur, et puis mes parents s'y sont mis. Donc, ça a été vraiment beaucoup d'athlètes tout le temps. Et du coup, c'est un sport qui a rythmé vraiment ma vie de A à Z. Je l'ai pratiqué à un bon niveau national, quoi. Rien de plus que ça. On peut pas du tout parler de haut niveau, mais je l'ai pratiqué de manière assez intense. Et du coup, sortie d'études, l'idée c'était de pouvoir y rester autant que possible, quoi. Et j'ai eu l'idée d'ouvrir ce magasin qui s'appelait à la base Top Performance, parce que je travaillais un petit peu en partenariat avec un magasin qui était plutôt dans le nord, que j'étais sur des événements, voilà, sur des stands, etc. Et puis je me suis dit que ça serait vraiment une super idée d'avoir son propre magasin et de faire son propre chemin dans cet aspect-là. J'ai toujours été passionné des marques, du matériel, des chaussures, des technologies. Donc du coup, c'est vraiment à la fois la passion de mon sport et la passion aussi des outils de mon sport. Et voilà, donc je suis sorti d'études, je sentais qu'il fallait que je travaille un peu pour moi, j'avais ce feeling-là et ça s'est fait comme ça. Et j'avais 23 ans. Voilà. Donc c'est vraiment basé sur ça. Je suis pas sorti d'une école qui m'a donné tous les outils pour le faire. Je me les suis créés un petit peu, quoi. Ouais. Juste avant que tu nous parles justement de ton magasin et de ton autre entreprise, en athlétisme, tu étais sur quelle discipline? J'ai pratiqué plein d'épreuves, donc on va dire que je faisais des épreuves combinées. Je me suis beaucoup entraîné pour faire du décathlon. Mais j'avais des gros points faibles, donc je me suis beaucoup entraîné pour progresser sur ces points faibles. Mais bon, voilà, j'ai pratiqué l'athlé dans la globalité. Mais j'ai fait les championnats de France sur 4 épreuves différentes, tu vois, sur les courses, saut, lancer. Donc c'est assez complet, mais vraiment pas terrible sur la perche notamment, qui a toujours été un gros point faible pour moi. Puis les courses un peu plus longues, le 1500 mètres, ça a toujours été un peu compliqué. Donc j'ai été vraiment dans cette direction parce que j'étais fasciné par le décathlon, mais il manquait des ingrédients dans la recette, quoi. Mais sinon, javelot, longueur, 110 mètres haies, le disque, la hauteur, j'ai fait les France sur pas mal d'épreuves. Ok, très bien. Et tu faisais d'autres sports en dehors de l'athlétisme? Il y a d'autres sports qui te bottaient? Non, franchement, je te dis, j'étais vraiment très focus sur l'athlé. J'ai fait du tennis un peu, mais je me suis rendu compte que c'était compliqué de faire les deux. Puis quand j'ai arrêté l'athlé, j'ai fait du handball parce que pour le coup, c'était un sport qui m'attirait beaucoup. Mais bon, l'athlé a pris toute la place, ça c'est clair. Donc je regrette pas, hein, je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que si j'avais pu faire un autre sport, ça aurait été le handball. Ok, puis en fin d'émission, tu nous diras si tu pratiques encore un peu de sport. Mais d'ici là, on va parler de tes business. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous les présenter? Ouais, donc le magasin dont je parlais tout à l'heure, donc il fête ses 20 ans cette année. Qui a une structure qui a beaucoup changé, beaucoup évolué, parce que j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué aussi, parce que je l'ai ouvert jeune. Donc ça a changé de nom, ça s'est appelé Top Performance, puis Top Perf, et aujourd'hui ça s'appelle les Artisans du Running. Parce que l'approche du magasin elle a évolué aussi, parce que au tout démarrage c'était vraiment de l'athlé pur, les pointes, la performance, c'était vraiment axé sur ça. Je me suis rendu compte après pas mal d'années mine de rien, c'était un peu excluant de personnes qui étaient juste là pour courir en loisir vraiment pur et dur. Et du coup, l'approche que j'avais ou la communication que je pouvais avoir, elle était pas en phase, ils se sentaient pas à l'aise avec ça. Donc les artisans du running, c'est plus dans ce sens aussi pour marquer le fait que mine de rien, le magasin existe depuis longtemps et 20 ans. Aujourd'hui, ça fait partie des boutiques les plus anciennes en France, hein. Il y a eu beaucoup de fermetures, ça a beaucoup bougé. Il y a eu énormément d'ouvertures dans les 5 dernières années. Donc on fait un peu figure d'ancien. Et puis on a aussi changé beaucoup d'adresses. Donc ça, j'ai ouvert dans un tout petit local. C'était commercialement parlant, c'était pas très judicieux. Mais bon, à 23 ans, tu le fais un peu avec le cœur, mais t'as pas forcément toutes les connaissances, donc tu fais des erreurs et puis t'avances. Donc il y a eu, là, on est dans la 4e adresse du magasin, tu vois, c'est un magasin qui a beaucoup bougé.
Et puis je pense qu'on a trouvé la formule qui va bien, qui nous va bien à nous et puis qui va bien aussi à nos clients dans le nom, dans l'approche, dans l'emplacement où on est. Voilà, je pense qu'on a trouvé une certaine stabilité au bout de 20 ans. Donc voilà. Ça c'est la première partie, c'est un peu mon bébé, c'est le projet voilà de c'est mon premier projet que j'ai amené à terme et c'est vraiment une fierté. J'y ai travaillé au démarrage. J'ai eu une personne, j'ai eu l'opportunité d'avoir une personne sur mon chemin qui y a travaillé pendant 12 ans. Et du coup, l'idée pour moi, ça a été de dire, bah écoute, pour que tu puisses rester, il faut que je travaille moi à côté. J'ai commencé à travailler comme commercial pour des marques, comme salarié. J'ai fait pas mal de marques, comme commercial junior, puis senior, puis jusqu'à directeur commercial, pour différentes marques d'équipements, voilà, autour du running, sport global, mais quand même très centré running. C'est un peu ma valeur ajoutée. Et puis, il y a 6 ans, j'ai créé une structure qui s'appelle NDK et qui est en fait une agence de distribution de marques sur un secteur donné. Donc moi, je suis sur le quart nord-est de la France. Je m'occupe du nord, Paris, le centre et l'est maintenant sur quelques marques. Et du coup, je fais ça depuis 6 ans. Voilà. Donc c'est deux structures que j'ai en parallèle. Je ne travaille pas moi au magasin physiquement ou alors vraiment en dépannage. J'ai un salarié, un alternant au magasin et je suis autonome et indépendant sur la structure d'agent. Si on revient sur ta boutique, on sait que beaucoup de business, physiques ont fermé, suite au Covid. Qu'est-ce qui fait que pour toi ça a tenu? Pendant le Covid, ça a été super compliqué, ça a été très très stressant, très angoissant. On s'était fermé, on pouvait pas, enfin, même avec toute la volonté du monde, tu pouvais pas faire grand-chose. Il fallait patienter, faire le dos rond. Il y a eu quand même besoin d'une grosse communication avec les fournisseurs, trouver des solutions quand même sur du report de traite, etc. Puis après, il y a eu quand même les aides, hein. Les aides de l'État, elles ont été vitales. Là-dessus, il y a pas d'autre mot. On peut être critique sur plein de choses, mais sur cet aspect-là, ça a été un point hyper important dans le fait de fermer ou non. S'il n'y avait pas eu ça, comme on a pu le voir dans d'autres pays, dont des pays voisins, honnêtement, je pense que ça aurait été très très délicat de survivre. Puis il y a eu le PGE aussi. Ça a permis de se refaire entre guillemets la cerise, de revenir tranquillement, de recréer de la trésorerie. Puis après, quand ça a réouvert, pour le coup, il y a eu un vrai engouement des Français dans le sport, tous les sports qui permettaient de sortir et de s'oxygéner, et aussi la sauvegarde des petits commerces. Donc là, on a vu beaucoup de gens qui venaient et qui étaient plutôt à dire, bah, on va venir aider, quitte à dépenser de l'argent, on va délaisser un petit peu Internet, on va venir plutôt dans des magasins physiques où on voit des vraies personnes qui tentent de résister et de traverser ça. Donc le mélange de tout ça a fait qu'on a retrouvé une super belle dynamique en fait assez vite. Et les fermetures de magasins, je pense que c'était plus des magasins qui venaient d'ouvrir. Tu vois, tout juste, qui venaient d'ouvrir juste avant Covid. Et j'en ai connu parce que du coup, c'était des clients. Bah là, le timing, il était désastreux parce que c'est une période où tu dois te faire connaître, tu dois faire ta publicité, tu dois te déplacer sur des événements et tout était annulé. Tous les événements étaient annulés, tu pouvais pas sortir, tu pouvais pas communiquer et les gens ne pouvaient pas venir. Donc en fait, ça a été le coup de grâce, soit pour des magasins qui étaient déjà en difficulté, soit pour des magasins qui venaient d'ouvrir. Mais après, en dehors de ça, des magasins un peu installés, tu vois, avec une certaine solidité, je vais te dire, ou en tout cas expérience. Normalement, tout le monde a traversé ça plutôt assez correctement. Et puis derrière, je te dis, on a retrouvé une vitalité qui était intéressante à tel point qu'aujourd'hui, le running est redevenu vraiment un sport. Enfin, ça l'a toujours été populaire, mais encore plus. Et là, on revoit une vague d'ouverture qui est en train de se mettre en place. Tout à l'heure, tu disais que tu avais trouvé ton rythme de croisière et ton positionnement par rapport à ton magasin. Comment est-ce que tu as travaillé ça? Est-ce que c'est en parlant avec les clients, en faisant une étude de marché, par exemple, ou en faisant une analyse, sur tes clients déjà existants? Ou est-ce que tu es parti plutôt de dire: «Bah, aujourd'hui, je veux cibler cette clientèle et puis, je communique là-dessus», ou est-ce que tout simplement ça s'est fait naturellement? Et ben, ça s'est fait un peu naturellement. C'est plus, comment je pourrais dire? Certaines personnes avec qui je pouvais discuter disaient: «Ouais, mais moi, je veux pas venir chez toi, j'ai pas le niveau». Et en fait, cette phrase de «j'ai pas le niveau», ça me rendait dingue. Donc, en fait, il a fallu quand même du temps, hein. Donc, je te dis pas comme si j'ai eu un déclic immédiat, c'est faux. Je suis resté longtemps attaché à ce nom parce que je me disais, mais en fait, ce nom-là, il est connu. Si je le ça, je vais perdre quand même des gens sans penser que mon nom était aussi connu que des enseignes nationales ou internationales. Mais en tout cas, en local, je me dis, ça coupe quand même un truc. Peut-être que c'est une prise de risque, je sais pas. Et donc, j'étais toujours un peu gêné par ça. Mais le fait est que c'est monté de plus en plus. Et en discutant, cette phrase de je cours, mais moi, non, non, mais moi, j'ai pas le niveau pour venir chez toi. Je suis pas un pro.
Voilà, un pro, des clients pros, on n'en a pas dans la course à pied. Et tu sais très bien que dans le sport et l'athlé et la course à pied, c'est très compliqué, très, très compliqué. Donc heureusement qu'on ne s'adresse pas qu'aux professionnels ou aux sportifs de haut niveau, sinon là, aucune boutique ne pourrait tenir, quoi, ou peut-être sur Paris, même pas. Donc je me suis dit: «Bon, en fait, on se trompe parce que on veut donner cette image». Et puis en effet, hein, moi c'était mon état d'esprit à 23 ans, hein, je le cache pas du tout. Il y avait une part qui était laissée aux pointes d'athlétisme par spécialité. Il y avait un choix de pointe qui était, c'était vraiment l'ADN, c'était l'athlé, la piste, la perf. Ça c'est clair et net. Il y avait, je me souviens encore quand j'ai ouvert, il y avait 2 chaussures de trail. C'était, personne faisait du trail. C'était vraiment des ovnis. À l'époque, ça n'existait pas. Donc c'était la clé, quoi. Et donc c'est vrai que quelqu'un qui venait, je peux comprendre et j'ai mis du temps à prendre le recul, de me dire: «Ouais, en effet, quelqu'un qui est pas branché spécialement athlétisme, qui veut juste faire 1-2 footings par semaine parce qu'il veut arrêter de fumer, perdre du poids, je sais pas, il peut ne pas se sentir dans son élément». Et ça a mis du temps, mais du coup, ça a évolué de top performance, c'est passé à top perf, on a raccourci, on a rajeuni un peu. Puis, et puis après, bah, le timing, il s'est fait de manière naturelle avec beaucoup de bonheur parce que du coup, j'ai changé l'adresse et changé le nom en 2020, bah, l'année du Covid. Donc là, tu peux dire, bon, c'est pas terrible. Mais en réalité, toute cette vague de popularité du running, de retour à l'effort un peu outdoor et de volonté d'aller dans les petits commerces, ça s'est synchronisé avec le démarrage de l'histoire de ce nom artisan du running. Et du coup, je pense que tout ça s'est bien amalgamé et que ça a permis à la boutique de prendre un vrai rebond et d'être sur un troisième chapitre vraiment très intéressant. Et du coup, depuis ce temps-là, on n'a pas la même population en magasin, on n'a pas la même prise de parole, on n'est plus du tout dans une optique de performance. On a des produits qui sont prévus pour la performance, mais c'est une toute petite partie du magasin. Voilà. Maintenant, c'est vraiment plus une approche de motivation des gens qui viennent chez nous, de conseils, ça il y a toujours eu, mais de conseils vers des personnes qui démarrent pour éviter des erreurs, pour se prévenir aussi des petites blessures qu'on a au démarrage de la pratique. Ça a changé, mais ça, je pense que ça demande du temps. Ça demande du temps. En tout cas, nous, c'est notre histoire. Je suis pas certain que tu puisses dupliquer vraiment aujourd'hui. Je pense que là, quelqu'un qui ouvre comprend assez rapidement que si tu viens sur un axe de performance pure et dure, tu vas dans le mur. Tu vois, c'est pas l'approche. Pour extrapoler cette situation, dans le sens où tu as fait une erreur ou en tout cas une décision stratégique qu'on a tous faite et qu'on continue à faire, c'est-à-dire qu'au départ, tu pars sur quelque chose que tu aimes, une image que toi, tu as envie de, inconsciemment ou consciemment, que tu as envie de véhiculer à travers ta marque, à travers ton nom, à travers tes produits, à travers ton offre. Tu te rends compte que le marché veut autre chose et qu'il se reconnaît pas dans ce que toi tu proposes. Donc là, tu t'adaptes, c'est ce que tu as fait, ce que tu as bien fait d'ailleurs. On parlera également des services que tu proposes en dehors de la simple vente de produits dans cette boutique. Et du coup, ce switch, le fait de prendre conscience que tes clients ils veulent autre chose que de la performance de pointe. Comment est-ce que toi, mentalement, t'as réagi à ça? Est-ce que tu dis, bah en fait, c'est pas ce que je voulais, et puis je vais quand même me forcer pour répondre à une demande, ou finalement, tu t'es dit, bah ça fait aussi partie du sport, et puis je vais m'adapter, et puis le changement s'est fait avec sérénité. Non, ça s'est fait très naturellement parce que, déjà, moi, j'étais plus dans la compétition, presque plus dans l'athlé même, j'ai envie de te dire, puisque j'ai pris beaucoup de recul quand j'ai eu ma première fille, donc ça va faire 11 ans. J'étais encore super impliqué, même si quand je courais plus, j'étais encore coach. Enfin, j'étais encore vraiment, vraiment dedans. Mais petit à petit, j'ai pris un petit peu de distance par rapport à ça, même à la course sur route, même à tout ça. Et du coup, ça s'est fait naturellement parce que c'est aussi en phase avec la demande et les sujets que les clients qui viennent dans le magasin abordent. En fait, c'est un démarrage de pratique, c'est revenir à la course à pied après s'être arrêté, après une grossesse ou quoi. Et en fait, ça parle plus vraiment athlétisme et ça parle plus vraiment perf. Et puis c'est aussi en parallèle à, enfin, on le voit, c'est le niveau a baissé. Le niveau a baissé, le niveau en athlétisme a baissé, le niveau, alors à très haut niveau, ça va et tu vois, les nouvelles technologies et plein de choses font qu'il y a quand même des chronos et des records qui tombent. Mais globalement, sur une course en local, par chez nous, sur un 10 kilomètres, un semi, les chronos sont plus les mêmes qu'avant, tu vois, plaque carbone ou pas. Et du coup, les gens sont plus trop dans cette approche. Ils sont plus, quand je faisais de l'athlé, la performance était au cœur de tout. C'était voilà, dépasser l'autre, se battre, descendre le chrono, améliorer ses performances. Je trouve qu'il y a plus trop ça. Donc du coup, c'est aussi en face parce que les parents viennent plus avec leurs enfants chercher des points d'athlé, ou alors les demandes qu'ils ont sont des demandes de produits
vraiment en décalage total avec le niveau de l'enfant ou même le matériel dont il a besoin. Et puis il y a Internet. C'est-à-dire que Internet aujourd'hui propose tous les modèles dans toutes les couleurs, dans toutes les pointures. Bah, nous, on peut pas avoir cette ressource-là. On était la boutique chez qui tu pouvais trouver des pointes, des gants pour lancer du marteau, des pointes un peu spécifiques, des clous, etc. Bah, aujourd'hui, à peu de choses près, on vend plus que des clous. Parce que on est des magasins chez qui on vient chercher des petites choses comme ça de dépannage, mais on vend plus les pointes. Les gens viennent plus chercher les pointes chez nous. Donc ça, c'est le seul petit un truc, bon, un reproche, je sais pas si c'est un reproche, mais Internet a provoqué ça. Et donc du coup, ben, les gens qui viennent chez nous sont plus dans cette approche-là. Et donc par définition, tu te transformes et t'évolues. Et j'ai pas de frustration par rapport à ça, en vrai. J'ai pas de frustration particulièrement. Il y a encore des gens qui viennent et qui parlent un petit peu athlétisme, etc. Et c'est cool, mais eux, le reproche qu'ils vont faire à l'évolution de ce marché, c'est que bah, ils peuvent plus essayer les produits, ils peuvent plus avoir le conseil de quelqu'un de physique qui les conseille. Ils cliquent sur Internet parce qu'on leur a dit qu'il fallait celle-ci, et puis voilà, ça s'arrête là. Et dans de nombreux cas, bah, c'est pas adapté. C'est pas adapté. C'est un peu la dérive de notre métier, mais voilà. Même si je voulais lutter contre ça, même si je voulais garder un ADN athlé, proposer toutes les pointes qui existent. Mais déjà, je pourrais pas le faire parce que le leader là-dedans, c'est Nike. Aujourd'hui, Nike ne travaille plus avec des boutiques comme la mienne. Donc déjà, bah, tu pars avec un gros handicap. Et je pense que les gens, malgré tout, ne viendraient pas en magasin pour ça. On voit avec l'émergence du sport santé notamment que c'est ces activités qui se démocratisent et que en parallèle, forcément, il y a des services, notamment sur Internet, les ventes privées, etc., qui se démocratisent aussi, ce qui fait qu'il y a un switch au niveau du marché. Toi, tu t'adaptes aussi en proposant un service d'analyse podologique, c'est ça dans la boutique? Ouais, ouais, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu faire, je dirais, d'instinct, par initiative, ou est-ce que c'était lié à une demande que tu avais en boutique? Non, c'était pas une demande liée en boutique. On a intégré la plaque. Donc c'est une plaque podologique. C'est du matériel de podologue. Moi, ma femme est de formation est podologue du sport. Et l'idée, elle est venue, et là-dedans, c'est plus une inspiration. Mais pour mon job, je travaillais pour une marque et je m'occupais de la Belgique. Et en Belgique, les magasins sont beaucoup plus avancés que nos magasins en France sur l'aspect d'analyse et sur l'expérience des clients en magasin. Et du coup, il y avait à minima un tapis avec les caméras autour. Et ils commençaient à intégrer des plaques podologiques directement dans le sol. Certains avaient même de la piste d'athlée. Enfin, et en fait, en tournant et en découvrant les magasins belges, je me suis dit, moi, on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau. On a plus ou moins les mêmes produits au mur, mais en fait, les magasins sont beaucoup plus quali, beaucoup plus pro, l'approche est différente. Fatalement, moi, mon job aussi de voir beaucoup de magasins, c'est une chance que j'ai, hein. Pour le coup, c'est de voir plein d'exemples différents et de pouvoir s'inspirer aussi et de prendre le meilleur et d'éviter aussi des petites erreurs que je pourrais noter. Et de cette tournée, de ces tournées en Belgique, ce que j'ai retenu, c'est ça. C'est pas suffisant d'avoir fait de l'athlé, d'avoir pratiqué, de connaître les chaussures, d'essayer les modèles que tu vends. Ça le fait, ça l'a toujours fait, ça le fait. Mais pour les gens, il faut aller un peu plus loin. Je pense qu'une personne qui repart avec une paire de chaussures de ton magasin que tu as conseillé à l'œil comme ça, va peut-être en parler à 3, 4, 5 personnes autour d'elle, en disant je suis allé là-bas, c'est trop bien, il faut que tu y ailles. Si à l'inverse, tu viens en magasin et que tu fais une analyse sur tapis et qu'on te montre les déséquilibres de ta posture, ce qu'il faudrait que tu changes, etc., avec une plaque ou un autre système, bah là, la personne qui sort, elle en parle à 10, elle en parle à 15 personnes. Le moment que tu passes, il est complètement différent. Et puis, tu as quelqu'un qui a passé du temps avec toi, tu as peut-être une problématique, ben, il a vraiment cherché à creuser pour la corriger. Et là, en fait, on fait un tout autre métier. Parce que et pas uniquement quelqu'un qui va chercher un 42 dans tel modèle. Ça va plus loin. En fait, pourquoi ce modèle? Je pense pas qu'il vous corresponde. On va regarder ensemble. Vous voyez, pour telle raison, je vous encourage à plutôt aller sur ce modèle. Et là, c'est différent. Et en fait, tu vas éviter une erreur qui serait faite sur Internet à quelqu'un qui a lu une fiche technique, mais qui est informelle. Une fiche technique, on va dire un coureur à moins de tant de kilos, mais ça prend pas en compte beaucoup d'aspects biomécaniques de chaque personne qui est différente. Donc du coup, j'ai eu envie de ça, j'ai pris les références des plats qu'ils utilisaient, c'est du matériel de podologue, on s'est formé dessus pour pouvoir quand même dire des choses cohérentes et être en maîtrise de tout ça et puis rester à notre place parce qu'on n'est pas des professionnels de santé, donc il faut rester quand même à notre place. Donc la plaque podologique, on l'utilisait peut-être à 15% de son potentiel. Là-dessus, on en a toujours eu conscience et c'était de montrer de manière factuelle aux gens la différence entre la charge à droite, la charge à gauche, l'affaissement de la voûte plantaire, la posture, le déséquilibre entre droite et gauche, ne serait-ce qu'au niveau du bassin. Ça, c'est des choses qu'on voit. On s'arrêtait à ça. Tu pouvais le faire en statique, en dynamique. Et du coup, c'est intéressant. C'est un petit process qui peut prendre
aller jusqu'à 10 minutes si vraiment tu prends du temps dessus. Et après, ça te permet vraiment de guider les personnes sur des choix, des modèles qui leur correspondent à 100%. C'est venu de l'inspiration d'autres, mais avec la certitude que c'est nécessaire. Tu vois? Il faut aller un peu plus loin. Et puis, bah, là, on arrive à un moment où, je suis en train de me dire: «Cette plaque, il faut aussi, peut-être la faire évoluer». Donc je suis en train de tester d'autres solutions pour, que ça soit peut-être un poil plus rapide et que ce soit encore plus parlant, factuellement pour quelqu'un qui vient chez nous et en fait qui a pas forcément de notion de tout ça et que ça soit pas trop complexe. Et voilà, il y a des petites formules qui commencent à émerger un peu et du coup je teste. Je voudrais, faire évoluer ça. Sans tapis, parce que je suis pas un fan du tapis, tu vois? Pour le coup, j'ai jamais mis de tapis. Et ça, c'est un service que tu proposes, gratuitement à tes clients? Bah, c'est un service qu'on offre, aux clients. Donc en gros, on fait pas payer, mais on explique bien à l'avance que, bon, idéalement, il faut que ça rentre quand même dans un processus d'achat. Des gens qui sont juste qui veulent des infos, qui viennent pour une première fois, qui sont plus curieux ou quoi, on explique un peu en surface ce qu'on fait et comment on le fait. Et puis on explique aussi qu'en passant à l'étape de chercher la chaussure qui convient, on fait cette analyse-là, mais on l'a fait quand même. Donc on fait pas payer, on est plus dans une approche, on va dire, on est en confiance. Et la plupart du temps, quand on va jusqu'au à enclencher ce processus d'étude, ça va jusqu'à un achat. En fait. Mais j'ai jamais été trop à l'aise avec cette idée de mettre un tarif et d'expliquer, voilà, l'analyse coûte tant. Et puis si vous achetez la paire de chaussures, ben ça c'est offert. Bon, voilà, je veux pas que ça aille jusque-là, mais on a la chance d'avoir des clients qui jouent le jeu et qui comprennent que si on passe 10, 15, 20 minutes sur l'analyse et qu'après il y a l'essayage et qu'on essaye plusieurs paires et qu'ils vont courir devant le magasin, bon, voilà, on reste une petite boutique. Donc les gens qui vont jusque-là, en général, c'est pour acheter la paire. Ouais, et puis, en marketing, ce qu'on appelle le principe de réciprocité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on offre de la valeur au client et il se sent entre guillemets «redevable» de ça, à juste titre, parce qu'il y a vraiment une vraie valeur, au fait que, bah, ça va l'aider dans son challenge, dans ce qu'il veut obtenir et ce qu'il souhaite, par exemple, dans ce cas, bah, prendre du plaisir dans la course. Ça peut être également éviter de se blesser, ça, c'est important. Surtout, ouais, Et on sait que la course aujourd'hui, moi qui écoute beaucoup de scientifiques du sport, hein, j'en suis pas à moi-même, mais j'en écoute beaucoup, qui disent qu'en fait la course à pied c'est un sport. Alors certes c'est peut-être celui qui est le plus accessible, mais ça reste quand même un sport avec ses techniques et qu'on voit quand même pas mal de blessures parce que les personnes n'ont pas mis en place des techniques, les fondamentaux et des services comme le tien, ça peut les aider justement à aller chercher cette technique et à éviter les blessures et prendre encore plus de plaisir dans la course. complètement. On essaye même d'aller plus loin en passant vraiment à un niveau pratique. C'est-à-dire qu'on a installé un rendez-vous le samedi matin, soit des sorties, juste des sorties course à pied simples. Là, pour le coup, c'est pas moi qui les encadre parce que je suis plus du tout dans une pratique de la course à pied, malheureusement. Mais par contre, j'encadre des séances où on fait du travail de pied. Moi, j'ai toujours un peu le souci d'expliquer aux gens la course à pied. Naturellement, on sait courir, comme on sait nager. On va pouvoir, en fait, par réflexe, courir ou nager. Mais quoi qu'il arrive, ça s'apprend. Et cette école d'athlète qu'on a quand on fait de l'athlétisme et on passe du temps sur des gammes et on prend du temps à comprendre le geste, bah ça te prévient des blessures, ça te rend plus performant aussi. Et je trouve ça toujours un petit peu dommage que les gens pratiquent la course à pied. Alors, c'est un sport de liberté, il y a pas de réservation à faire, tu mets tes baskets, tu y vas, et ça c'est génial, c'est la richesse de ce sport. Mais que les gens soient pas plus dans une démarche de technique, du geste quoi. Quelqu'un qui nage, moi je nage de manière instinctive parce que j'ai pas ou peu appris. Un nageur va me regarder et me dire mais c'est n'importe quoi, c'est pas efficace, tu vas te faire mal. Mais en course à pied c'est pareil. Donc, il y a une partie de solfège, de gamme, on apprend beaucoup en athlète, on passe beaucoup de temps et c'est un passage obligé, tu peux pas faire sans ça et qui serait hyper important d'inculquer aussi en course à pied. Et donc du coup l'idée c'était samedi matin, c'était de faire une séance d'une heure et demie où on fait du travail de pied, de la synchronisation, de la souplesse au niveau de la cheville, d'appréhender le sol différemment. Et les personnes qui venaient de manière régulière ont vu vraiment l'efficacité de tout ça. Et c'est compliqué de motiver les gens, les coureurs qui adorent courir. Les coureurs qui adorent courir, ils veulent courir. Et donc, du coup, ça, c'est une séance où on court pas, où on va passer du temps. En plus, on va se faire un peu des nœuds au cerveau parce qu'on dissocie un peu la droite, la gauche. C'est des choses qu'on n'a pas forcément de manière naturelle et qui se cultivent. Et il faut une patience. Et du coup, on a beaucoup de difficultés à rendre les gens réguliers sur ces séances-là. Et je le regrette un peu parce que les clients qui l'ont fait, eux, ont vu vraiment une différence. Et puis, je trouve que c'est hyper pertinent. Et il faudrait des clubs qui se spécialisent là-dedans. De dire, nous, on prend des runners, des joggers. Voilà, il n'y a pas d'optique de compétition mais venez chez nous et on va apprendre la course à pied. Une séance par semaine. Vous venez, on va apprendre, on va travailler ça, les gammes, les faire dans toutes les situations. Et vous allez voir que petit à petit, à force de régularité, vous allez progresser. Et c'est pas la chaussure qui va faire, c'est pas le textile, c'est pas les accessoires, c'est pas les gadgets. C'est juste de savoir utiliser son pied et sa chaîne, d'utiliser son corps au mieux. Bon, ça, c'est un peu utopique. Je pense que ça va être compliqué à mettre en place. Il y a des villes où c'est un peu plus, je trouve que c'est un peu plus abouti. Il y a des gens qui ont pris ça à bras le corps il y a longtemps. Et du coup, à force de répéter le truc, les gens sont venus et ont compris. Et c'est très compliqué à mettre en place. En tout cas, il faudrait du temps, beaucoup de temps. Et ça me rappelle, pour
les gens qui ont fait du foot, c'est début d'entraînement où tu fais pendant une demi-heure du physique et t'attends qu'une chose, c'est toucher le ballon. Ça me rappelle un petit peu ça. Si on reprend au niveau de ta boutique, en fait, tu es parti sur une idée autour de ce que toi, tu avais imaginé, à ce qui tenait à cœur, c'est-à-dire vraiment un côté performance et tu t'es rendu compte qu'il y avait un décalage avec le marché et tu t'es adapté avec le marché, ce qui te semblait aussi naturel puisque ça faisait également partie de ton évolution personnelle et au-delà de ça, tu vas apporter de la valeur à ton client parce que tu te rends compte que il y a une concurrence qui est sur Internet et aussi bien par utilité pour le client que pour le développement de ton business, bah, tu t'adaptes en donnant de la valeur, par exemple avec des services qui dépassent la vente du produit et du service. Est-ce qu'on peut parler maintenant de ton agence NDK, nous dire ce que tu fais dedans? Ouais, c'est pareil, c'est une évolution, un peu comme pour le Mac, c'est laisser le temps et puis de prendre tous les éléments et toutes les informations et puis d'en faire, quelque chose qui me ressemble. Moi, j'ai travaillé du coup, comme je te disais, comme salarié, dans des marques, quasiment des startups, des marques plus abouties, des marques internationales très très costauds. J'ai fait un petit peu de management, etc. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu là-dedans, il y a des choses qui m'ont beaucoup déplu ou qui correspondent pas à ma personnalité. Et en sortant d'une expérience justement de directeur commercial, je me suis dit qu'en fait c'était pas, ça me correspondait pas à 100%, ça correspondait pas à ma personnalité et que je reste assez persuadé que j'ai besoin de travailler pour moi et d'être indépendant. C'était l'idée que j'avais à 23 ans et que j'ai toujours. Alors cette phase salariée, elle était très instructive pour moi. J'ai appris beaucoup de choses dans le rapport à la hiérarchie, dans le reporting, dans plein d'aspects. C'était intéressant, mais c'était pas à moi vraiment. Et donc du coup, l'idée d'MDK, c'était de proposer mes services en tant que contact commercial, que personne connue sur son secteur pour avoir représenté des marques auparavant et dont des marques importantes et de pouvoir le proposer à plusieurs structures. Donc d'être un agent commercial indépendant, multicarte comme on dit, et de pouvoir proposer mes services sur un aspect commercial. Et à la base, le projet était aussi de pouvoir proposer potentiellement des prestations sur un aspect marketing, voire événementiel. Ça, c'est des choses qui demandent plus de temps. Alors potentiellement sur du conseil d'autres magasins avec lesquels je travaille, qui peuvent être intéressés par de l'aide d'un point de vue marketing sur leur communication, sur leurs réseaux sociaux, sur des aspects sur lesquels eux sont pas ou formés ou sont pas adeptes de ça, mais qui peut quand même leur apporter quelque chose de très positif sur leur business. Et puis bah assez naturellement, c'est quand même le commercial qui a pris une grosse part. Donc je développe pas beaucoup, je mets pas beaucoup d'énergie sur les autres aspects parce que tu vas là où le business fonctionne le plus quoi dans un premier temps. Donc l'agence elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Il y a eu des partenariats avec des marques avec lesquelles je suis toujours aujourd'hui, et puis des marques avec lesquelles il y a eu des tentatives qui se sont arrêtées pour passer à d'autres, C'est agent commercial, c'est un métier qui est assez mouvant où la plupart du temps une marque fait appel à un agent pour se lancer, ou alors pour passer un step, ou alors parce qu'ils ont plus envie non plus d'être sur un format de salarié CDI qui peut des fois être un peu piégeux dans certains aspects en fonction de l'évolution d'une marque et du, du, du temps de passage sur lequel elle est. L'aspect agent commercial, c'est très très intéressant pour ces marques. Et tu disais justement que au moment où tu es salarié, il y a tu te reconnais plus en fait. Tu te dis que tu es plus toi-même et que pour toi, c'est important d'être indépendant. Pourquoi c'est important, d'aller chercher cette indépendance? Je pense que c'est une question de personnalité. C'est une question de personnalité. Je saurais pas expliquer ça par des mots, mais Mmh. c'est peut-être un rapport à la hiérarchie ou en tout cas il y a trop de fois où j'ai vu des postes auxquels j'étais et où certaines promotions étaient pas forcément, enfin on récompensait pas forcément la compétence. Ce côté aussi politique, tu vois, où moi c'est pas des choses dans lesquelles j'aime bien évoluer. C'est-à-dire j'aime pas. Enfin pour moi c'est la performance. Encore une fois, tu vois, c'est très guidé par le sport. C'est que t'es commercial, un commercial on l'évalue sur son chiffre d'affaires, la façon de travailler, si un directeur commercial tourne avec toi, quel est le feeling et la relation que tu as avec tes clients, et le chiffre d'affaires que tu génères en fin d'année. Quand tu vois que des postes évoluent ou des attributions de postes qui sont données à des gens qui sont pas forcément dans cette approche-là, ou sont plus dans voilà ce que j'appellerais plutôt de la politique, quoi. En gros, c'est toujours soigner un peu les apparences, etc. Moi, ça, c'est des choses qui me révoltent un peu, tu vois. Donc, je l'ai pas forcément subi en réalité, hein. Mais je le vois en fait, et j'aime pas trop ça. Donc du coup, en gros, moi, ce que j'aime, c'est assumer les choses. Si je travaille pour une marque et qu'il y a un succès et que ça fonctionne bien, ben, c'est grâce à moi. Et c'est moi. Je me suis investi en temps, je me suis investi en énergie. Les déplacements que j'ai faits, je les ai faits loin de ma famille. Ben, en fait, les fruits de tout ça, je les veux parce que c'est moi qui suis allé les chercher. Un directeur commercial, il t'accompagne, il guide, il te conseille, il te permet de débloquer des situations. Et ça, c'est ok. Moi, pour moi, c'est parfait. Mais j'ai très rarement trouvé la bonne relation, tu vois, presque d'athlète et de coach, par exemple. Très souvent, tu vois, j'ai beaucoup vu de directeurs commerciaux qui mettent leurs commerciaux en pare-feu, quoi. Moi, ça m'agace. J'ai du mal un peu avec ça. Et ça, pour le coup, je l'ai vu. Je l'ai pas subi des masses, mais je l'ai vu. En fait, ça me va pas. Et donc, du coup, quand t'es indépendant, et t'es le fabricant de tes succès, t'es le fabricant de tes échecs, quoi. Tu vois, si ça fonctionne pas, eh ben, tu peux pas aller pleurer sur qui que ce soit. C'est toi. C'est toi. T'as un mauvais choix. T'as peut-être pas mis l'énergie qu'il fallait. T'étais peut-être pas assez convaincant. Et ben, voilà. Allez, on avance. Ça, c'est pas bon. Ça le fait pas.
let's go. Et le métier d'agent, il me permet aussi, en étant indépendant, de travailler en partenariat avec plusieurs marques. Et donc, du coup, d'aller chercher ce qui est bon chez chacun, quoi. Et quand tu es comme ça, dans une seule marque, en fait, tu te rends compte que tu parles de cette marque le matin, le midi, le soir avec tes collègues. Et puis, tu vas chercher des choses, en fait, qui sont pas très, très intéressantes, en fait. Tu vois, ça te pollue un petit peu. Pour moi, quand tu es commercial, il faut que tu sois, faut que tu aies l'esprit, vraiment, libre et que tu sois pas pollué par toutes ces petites choses-là qui te pourrissent un peu la vie. Il faut que tu sois vraiment en maîtrise de ce que tu fais et dans le plaisir. Parce qu'un commercial est bon que s'il prend plaisir à parler de ses produits, et qu'il amène un dynamisme, en fait, si tu veux. Mes expériences, elles sont, enfin, j'en garde pas un goût amer du tout. Tout ce que j'ai traversé, j'ai d'excellents souvenirs, des choses très, très bien. L'aspect directeur commercial, c'était le management, j'ai trouvé ça génial, tu vois? Je l'ai fait, 1 an et demi. Mais la façon dont ça s'est terminé pour moi, ça a été vraiment voilà, ça plus jamais, plus jamais. Alors que quand j'ai commencé le job de salarié, c'était plutôt une marque un peu start-up où tout le monde échangeait, donnait ses idées. J'ai adoré ça. J'ai toujours contact avec quasiment l'intégralité de l'équipe commerciale, alors que c'était il y a 15 ans. Mon directeur commercial qui est agent aujourd'hui, on se connaît toujours. Enfin, ça a été une expérience très fondatrice pour moi. Après, j'ai évolué. Mais là, la dernière expérience de directeur commercial, j'ai servi de fusible, en fait. Et alors que je Mmh. m'étais donné pendant 1 an et demi d'une manière, sans compter. Et donc du coup, c'était trop injuste. Je me suis dit: «Bah ça, c'est plus possible. Je peux pas. Je fais les choses, en fait, je te parlais de personnalité, c'est vrai, moi je peux avoir une personnalité particulière parce que je suis entier. C'est-à-dire que, j'adore, tu vas le savoir, j'aime pas, tu vas le savoir aussi. Je vais le dire correctement, mais je vais te le dire. Il y a beaucoup de personnes avec qui tu peux évoluer dans une société quand tu es entouré de salariés qui vont pas le dire. Ils vont le dire à la pause, en petit comité, mais ils vont pas le dire. Moi, je pars du principe, et j'ai un peu hérité ça de mon père, c'est que si ça va pas pour moi, je vais te le dire. Je vais te le dire bien. Alors tu peux bien le prendre ou pas bien le prendre, mais par contre, je me sens le devoir de te le dire. Et voilà. Donc du coup, le métier d'agent, le fait d'être un peu externe, ça passe pas du tout de la même manière, je suis très à l'aise dans ce format. Et je pense que les marques avec lesquelles je travaille, eh ben, pensent la même chose. Pour moi, c'est le meilleur équilibre. Alors justement, on va parler des marques avec lesquelles tu travailles, également avec celles avec lesquelles tu as travaillé. Tu as travaillé quand même pour des grosses marques. Je pense à On Running. Là, tu bosses avec des marques comme, BV Sport, Diadora. Hem, Qu'est-ce qui d'après toi, notamment On Running qui a explosé, qu'est-ce qui d'après toi fait la force d'une marque à succès? Pour moi, c'est son histoire. J'ai travaillé chez On. En effet, c'est la marque pour laquelle j'ai quitté Hammer Sport quand je travaillais pour Salomon et Sunto, qui sont des grosses marques aussi, qui étaient installées leaders dans leur segment. Quand j'ai quitté, Hammer, heu, les personnes en place, notamment les anciens de chez Salomon, m'ont dit: «Mais t'es le premier à quitter, Salomon de son plein gré». C'était jamais arrivé. Quelqu'un qui dit: «Bon, voilà, là, je vais partir pour aller sur une autre aventure». Et si je l'ai fait, c'est parce que, On, au démarrage, me tentait énormément. Parce que, je connaissais l'histoire, parce que j'avais vu les prémices de la marque. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je suis très attaché aux technologies, à l'histoire des marques. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis longtemps. Et quand on est venu me chercher pour cette marque, c'était le démarrage de la filiale en France. Ça m'a intéressé, en fait. Ça m'a intéressé parce que je me suis dit: «Moi, je me sens de taille à venir auprès des magasins, leur présenter, cette marque qui est un peu une marque ovni parce que typologie de semelle complètement différente, approche biomécanique complètement différente, esthétique complètement différente». Et ça m'intéresse, quoi. Tu vois, ça, c'est quelque chose qui, voilà, j'aime ce genre de défi. Et il y a plusieurs composantes qui ont fait que ça ne l'a pas fait. Déjà parce que quand tu sors d'une marque qui est installée et qui est leader sur son segment, bah, il y a des magasins avec qui, c'est OK. Et puis des fois, c'est générateur de frustration pour des magasins par rapport à des rapports qu'ils avaient avec cette propre marque. Et donc du coup, avec On, c'est avec On que je suis allé en Belgique pour le coup. Je suis allé aussi dans l'Est, et là, c'est les 2 secteurs que je connaissais pas, où j'allais vraiment dans l'inconnu. Et en fait, j'ai subi un peu le contre-coup de: «Ah oui, mais tu bossais chez Salomon, mais moi ça allait pas avec Salomon», et où en fait, j'avais même des difficultés des fois à avoir le rendez-vous, à à avoir le droit de venir présenter. Et cette marche-là de passer de Salomon qui est installé, où les magasins t'appellent pour que tu viennes, il y a un rapport de force qui est différent. Et tu viens chez On, où là les magasins n'ont pas spécialement besoin, ne connaissent pas, ont pas le temps. Bah, je suis revenu un petit peu à mon début de carrière, quand je travaillais avec Zamst, là qui était une marque d'orthèse japonaise, des produits haut de gamme, cher pour ce que c'est. Enfin, en tout cas par rapport à ce qu'on connaissait des chevillères, genouillères, c'était cher. Voilà, moi je me suis fait les dents, et mon cursus de commercial, j'ai fait mes gammes là-bas parce que en fait c'était que de la prospection pure. Il y avait pas un magasin qui connaissait les Zamst en France. Et je me suis, formé comme ça, et c'était vraiment pour moi la meilleure école. Ce que beaucoup de commerciaux aujourd'hui ne font pas, ils arrivent immédiatement dans les marques qui sont installées. C'est bien, c'est confortable, mais t'as pas boxé, quoi. Tu vois, pour moi, tu connais pas bien ton karaté, parce que ça, c'est dur. Et ça, tu arrives à le faire quand t'as 25 ans, ou plus jeune, ou quoi, et tu te prends des portes et c'est OK et tu repars. Mais là, j'étais à un moment de je sais pas, je devais avoir une trentaine d'années, 32 ans. J'étais en confort parce que je bossais chez Salomon, Sunto, il y avait Lambit, c'était la première montre GPS qui tenait un UTMB, les magasins appelaient pour en avoir. On a bossé en showroom, enfin, c'était confort. C'était quand même du taf, hein, je dis pas, mais c'était confort. Tu reviens chez On, qui est une marque où il y a tout à faire.
où les magasins peuvent être aussi dans une petite frustration, comme je te disais, par rapport au rapport que eux avaient avec ces marques, même si j'étais pas leur commercial. Et du coup, bah, tu te reprends un peu des portes, etc. Et en fait, tu te rends compte que ça fait quand même 6-7 ans que t'es commercial et que t'as perdu cette habitude. T'as perdu cette qualité de dire, bon, bah, je vais y revenir, je vais y revenir. Je l'ai fait quand même et ça a plutôt quand même correctement fonctionné. Mais c'était quand même un passage un peu compliqué. Et puis tu te rendais compte aussi que les marques, les magasins à ce moment-là, ils étaient pas non plus super open à des nouvelles marques, à des choses nouvelles, à tenter des coups comme ça sur des marques vraiment novatrices. Et du coup, c'était compliqué. Et puis ça s'est mélangé à des petites choses où en fait d'extérieur la marque me tentait beaucoup. Et puis quand tu vois un peu de l'intérieur, l'ADN, la philosophie qui est présente à l'intérieur, bon, j'avais pas tant que ça de d'atomes crochus, quoi. Tu vois, je me suis pas senti chez moi. Pour le coup, chez Salomon, ça fitait à 200%. Tu vois, vraiment une marque qui est toujours très importante pour moi aujourd'hui. Je regrette pas d'en être parti parce que c'était à un moment, voilà, je regrette pas mes choix du tout. Mais j'ai plus j'avais pas en fait cette accroche avec la marque dans ses fondements, dans la philosophie qu'elle voulait donner. Et elle a explosé derrière et je le comprends complètement parce que les fondateurs de la marque sont des mecs qui ont tout compris, tout vu et tout ce qui s'est passé derrière quand j'y ai travaillé. Bah, ils le présentaient plan à 5 ans, plan à 10 ans, plan à 15 ans. On va là-bas et ils y vont. Ils y vont tranquillement avec une expansion qui est assez impressionnante. Mais ils ont créé une philosophie de marque. Bah, soit ça match, soit ça matche pas. Il y a des marques, tu peux trouver les produits sympas, mais en fait, tu porteras jamais parce que t'as pas l'impression que c'est fait pour toi. Ça, c'est super intéressant. Vas-y, poursuis. Non, non, j'avais terminé. J'ai pas eu ce feeling-là, justement, de match avec ces produits. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'on a parlé de la relation émotionnelle entre la marque et une personne. Et toi, tu parles de relation émotionnelle, en tout cas de connexion, en tant qu'ambassadeur de la marque, en tant que professionnel qui travaille pour la marque, que ce soit en indépendant ou en salarié. Est-ce que tu penses que la relation est la même pour un client? Tu as commencé à donner des éléments de réponse parce que on sait que dans la stratégie de marque, tu as deux grandes écoles. Tu as la grande école qui dit que ben, on peut tomber amoureux d'une marque et rester loyal à la marque, et une autre qui dit ben, non, en fait, il n'y a pas de loyauté entre des consommateurs et la marque. Les consommateurs vont aller à la marque qui offre le plus d'intérêt, ils peuvent switcher d'une marque à l'autre sans aucun problème. Ou est-ce que tu penses qu'il y a un entre deux? Il y a deux cas. Je pense que les marques ressentent bien que les consommateurs sont plus mariés à une marque. Un consommateur qui vient chez un spécialiste, maintenant, c'est très rare qu'ils disent, moi, par contre, je porte que cette marque. Je veux pas en sortir. Déjà parce que, admettons qu'on prenne ASICS on peut citer des marques, c'est OK? Parce que tu Bien cites sûr. plein de marques, ouais. Oui, oui, Le oui. un consommateur qui porte du ASICS, depuis des années, depuis 20 ans, et qui met la Nimbus, pour prendre le modèle un peu phare, tu vois, le produit le plus haut de gamme. La Nimbus, quand j'ai commencé, le magasin, elle coûtait 150 €. Elle faisait 340 grammes. Il y avait du gel de partout, et tu prends la Nimbus d'aujourd'hui qui coûte 200 €, il y a plus de gel apparent, c'est plus du tout la même chaussure. Donc comment veux-tu qu'un coureur qui court depuis 20 ans et qui met la Nimbus se dise, bah moi je vais rester sur la Nimbus et je vais rester ASICS parce que je crois en ça, ça, ça. Aujourd'hui c'est plus d'actu. C'est plus d'actu. Il y a des marques qui disaient, bah nous notre drop c'est 8, on ne bougera jamais. Même si Oka met un drop de 5, nous on restera comme ça. Force est de constater qu'Oka fait des ventes, à petit on va quand même aller vers le 5, tu vois, ça a l'air quand même pas mal. Et en fait aujourd'hui on est quand même dans un moment où les marques sont toutes quand même plus ou moins les mêmes. Dans les produits, il y a plus des grosses différences, faut dire ce qui est. Si tu reprends vraiment les gammes des différentes marques, quand j'ai commencé début 2000, et aujourd'hui, c'est même à certains moments compliqué même de comprendre les différences de philosophie et de concept des marques, parce qu'en réalité, c'est très très proche. Donc les marques, pour compenser ça, elles vont créer des événements, elles vont créer des communautés, créer une atmosphère de marque avec laquelle tu vas te sentir à l'aise ou pas. Et là, c'est du marketing pur. C'est est-ce que tu es un coureur On? Est-ce que tu es un coureur Soconi? Est-ce que tu es un coureur Oka? Et en fait, c'est soit tu te ressens un petit peu dans cette communauté parce que ah bah il est habillé comme moi ou il porte ci ça, il a tel signe significatif, donc du coup on est ensemble. Et c'est ce qu'ils essayent de faire en mettant des budgets énormes. Et donc du coup ces budgets-là, donc aujourd'hui les marques n'investissent plus beaucoup dans les magasins. En termes de PLV, d'ILV, des choses qui peuvent permettre de, tu vois, de prendre un peu la parole. C'est plus trop ça qui les intéresse. Maintenant, eux, bah, tu vois, déjà, quasiment toutes les marques aujourd'hui ont un magasin en propre. Ça n'existait pas. C'était, quand je travaillais chez Salomon, Salomon a été quasiment une des premières marques à créer sa boutique propre, ce qu'on appelle un flagship. Vraiment, le magasin dans lequel tu vas retrouver tous les produits dans toutes les couleurs avec des salariés de la marque. Tout le monde crie au scandale. Maintenant, quasiment toutes les marques ont leur propre boutique à Paris. Parce que c'est devenu comme ça, parce que les marques ont compris que si elles veulent vraiment tirer leur épingle du jeu, bon, les magasins c'est important, mais il faut que la marque soit plus forte que ses revendeurs. Et donc du coup, bah, c'est créer de l'événementiel, c'est d'amener des nouveaux types de pratiques. Maintenant, tu vois des marques qui vont booster des courses qui se font dans des parkings souterrains, du néon, ce côté très communautaire. On a tous des tatouages, on est tous comme ça. Et donc en fait, ils mettent énormément de budget pour dire, soyez des nôtres, quoi, soyez des nôtres. Mais en fait, pendant qu'on parle de ça, on parle pas de produits, on parle pas de technologie.
à aucun moment. Il y a plus beaucoup de marques qui fait vraiment de la communication, du print ou quoi dans un magazine et qui t'expose une technologie, de confort, une technologie de stabilité. Non, maintenant c'est quand même très, très guidé par le marketing. C'est quelque chose que je regrette un peu parce qu'en fait on se perd un peu. Moi, je reviendrai quand même un petit peu aux bases. Si tu veux parler des produits, de la technologie, de la typologie de produits, à qui ça correspond, c'est en magasin que ça se passe. Et les marques pour lesquelles je bosse, moi je vais vraiment dans ce notamment BV, BV a compris ça. Donc le lien et le rapport et les investissements, ils sont faits pour les magasins parce que les magasins sont prescripteurs. Et en fait, tu peux pas te passer de ça en disant non, ce qu'on fait se suffit à lui-même et les magasins sont uniquement des dépositaires de nos produits ou nos clients qu'on a réussi à recruter vont aller les chercher. Enfin, pour moi, c'est une erreur ça. Les gens viennent en magasin en disant bah voilà, je suis qui je suis, je cours ça, qu'est-ce qui me conviendrait? Je sais que mon collègue porte cette marque, il m'a dit que c'était super, mais est-ce que pour autant je peux mettre la même chose? Bah non, on va tout prendre à la base, on va faire le travail et voilà. Donc du coup, la philosophie de marque, c'était très fort, je pense, dans les années 90, début 2000. C'est un peu moins le cas. Maintenant, on a presque plus de clients qui achètent des chaussures et qui achètent les vêtements de la même marque pour dire voilà, c'est une marque dans laquelle je me reconnais vraiment. Il y a plus. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Mais je pense que globalement, c'est un peu le cas. OK, donc pour toi, ce qui faisait la différence peut-être, un peu plus tôt, c'était, la technologie en elle-même, la caractéristique du produit, les fonctionnalités et puis maintenant que tout se ressemble, ce qui va faire la différence avec le branding, le marketing, c'est-à-dire là où on va chercher à associer une identité au client et c'est normal puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de marques et c'est, une des manières de se différencier. Donc là, on parle de grosses marques, mais et tu disais tout à l'heure que ce qui fait, la différence aussi pour une marque, c'est son histoire. Heu, qu'est-ce que toi comment tu verrais ça pour un petit business qui démarre, par exemple? Une structure moins importante? Est-ce que tu penses qu'elle doit, travailler sur les mêmes principes des grosses marques? C'est-à-dire faire, un travail de recherche, d'étude de marché, de positionnement, créer un ADN, vision, mission, vraiment une vraie stratégie de branding dès le départ? Ou est-ce que tu vois ça différemment? Non, une marque chaussure, là, tu parles? Oh, peu importe, une marque, à moins que tu fasses une différenciation, entre une marque, par exemple, de compléments alimentaires ou une application mobile pour, l'entraînement sportif. Je pense que l'étude de marché aujourd'hui, elle est obligatoire parce que t'as une forte offre. Ouais, c'est vraiment dans quasiment tous les segments aujourd'hui. Tu parlais de nutrition, j'ai travaillé un peu la nutrition. C'était une marque qui était différenciante parce que un labo pharma qui avait des principes actifs un petit peu différents pour la récup, des produits très techniques, avec des moyens pharmaceutiques. Donc du coup, c'est vrai qu'en termes de budget de marketing, on a injecté des choses assez importantes. De là à prendre le marathon de Paris en partenariat au bout de 2 ans, tu vois, aucune marque peut se permettre ça. Donc il y avait une stratégie marketing, il y avait des investissements assez lourds. Euh, mais il y avait pas ce qu'il fallait pour moi. Maintenant, avec du recul, je le disais à l'époque, et c'est aussi ce qui m'a coûté ma place. Il y a des choses des fois que les gens sont pas forcément prêts à entendre parce qu'ils investissent tellement d'argent. Pour eux, c'est tellement le facteur de succès à coup sûr. C'est d'investir et d'être présent sur le plus gros événement va faire que ça va fonctionner. Mais non, parce qu'en fait, les gens dans leur réflexe d'achat, c'était des produits qui se prenaient sous forme de cure. Donc il faut déjà que tu sois dans une démarche nutritionnelle de, tu vois, au quotidien, de revenir sur ce que tu as besoin de prendre comme un traitement. Et en fait, ça, commercialement, c'est difficile. Dans le sport, les pratiquants ont besoin de quelque chose d'assez instantané, etc. Et en fait, ça, ils l'ont pas pris en compte. Il a fallu vraiment des mois et des mois pour dire il faut quelque chose qui se prenne pendant, un ressenti pendant. Donc ils ont amené des gommes. Ah, puis ça, d'un seul coup, ça s'est vendu. Mais en fait, ils étaient pas contents de ça parce que ce qu'ils voulaient, c'était vendre leur principe actif, ce qui faisait leur valeur ajoutée au démarrage. Et donc tu te rends compte, bah, ça n'a pas fonctionné, la marque elle n'existe plus. Parce qu'en fait, tu peux avoir un plan marketing, tu peux avoir un budget quasi illimité. Si t'as pas les bases, si t'as pas de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le produit. Tu peux faire ce que tu veux. Si ton produit est pas en phase avec ce que les gens veulent, et même si tu le survends, même si au final, peut-être que les gens vont tester, mais ils y reviendront pas. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc là aujourd'hui, si tu prends l'exemple d'une marque de chaussures, la nutrition, les acteurs de la nutrition, ça a peut-être triplé dans les 5 dernières années. Il y a énormément de marques. Donc si tu viens pas avec une valeur ajoutée, quelque chose de différent dans ta recette, dans les athlètes qui la représentent, dans l'histoire de ta marque, comment ça a démarré, honnêtement, c'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. Si t'as pas ça, si t'as pas cette valeur ajoutée, là une marque chaussure qui arrive sur un marché français, si t'es pas fabriqué en France, si t'es pas boosté par un athlète qui aurait une popularité sur les réseaux, sur le milieu de la compétition, qui viendrait avec quelque chose de... Pour moi, aujourd'hui, c'est compliqué, c'est saturé. C'est saturé. Et pour le coup, je travaillais avec Diadora, tu le citais tout à l'heure, et là, je parle au passé parce que du coup, là, ça s'arrête après 6 ans de collaboration. Mais en fait, t'as une histoire, parce que Diadora, ce qui m'a intéressé, moi, au démarrage, c'est l'histoire de la marque. Vu que je suis passionné de tout ça, je m'y intéresse, même si Diadora, c'était plutôt dans les années 90 et que j'étais tout petit à ce moment-là. Mais Ouais. quand même, c'est quand même dans mon intellect. Et quand j'ai vu la marque revenir un peu dans les magasins, j'étais le premier magasin à refaire la marque, à donner sa chance en expliquant à tout le monde, ouais, Diadora, vous le voyez plutôt dans le foot, le tennis, mais il y avait ça en course à pied. Et puis la personne qui design les chaussures et qui développe les chaussures, c'est le premier champion olympique du marathon européen. Il y a quelque chose. Et en fait, je me suis beaucoup battu pour ça. Et ils avaient la volonté de revenir sur le marché français avec des moyens, mais ils avaient pas les produits.
Les produits t'es pas encore au point parce qu'il faut du temps, parce qu'il faut comprendre, parce qu'il faut peut-être avoir aussi les usines qui peuvent te permettre d'avoir les matériaux pour amener un produit qui compte. Et que ça prend du temps. Que tu le veuilles ou non, ça prend du temps, donc du coup, ça te coûte de l'argent. Et que là, aujourd'hui, pour une marque comme celle-ci, avec un ADN, qui est européenne, qui a même un produit qui est en capacité de fabriquer en Italie, pour rentrer dans les magasins, tu es obligé de donner des remises et des accompagnements et des choses et un service qui est presque surdimensionné. Et peut-être que tu rentres aussi grâce à ça uniquement, et que du coup, ça ne donne pas forcément une garantie de succès. Donc c'est, pour moi, vraiment la faisabilité d'un projet aujourd'hui, c'est que ton produit doit avoir une valeur ajoutée de dingue. Vraiment quelque chose qui on n'a jamais vu. Voilà. Tu fais un brassard téléphone, ok, mais on fait des brassards téléphone, il y en a plein. Ouais, mais celui-là, il est aimanté, je peux l'utiliser. Ah bah ok, ça, c'est bon, on y va. Tu veux faire une marque nutrition, ouais, mais il y en a plein. Qu'est-ce qui va te distinguer de ça? Bon bah c'est un chef cuistot qui m'a fait la recette, un chef étoilé. Bon bah ça c'est intéressant, ça ok, on peut faire. Il faut qu'il y ait quelque chose en fait. Soit il faut que tu sois français, fabriqué en France parce que les gens aiment ça, et dans la mesure du possible, s'ils peuvent consommer ça, quitte à choisir, ils préfèrent. Maintenant, c'est compliqué, on le sait. Et c'est en ça qu'avec BB Sport, parce que c'est une marque française qui fabrique en France une énorme partie de son catalogue. Et cette partie-là, elle grossit année après année parce que c'est une véritable volonté d'aller vers ça. Et puis, avec un savoir-faire qui est pas unique parce qu'il a été un peu copié entre temps. Il y a d'autres acteurs. Mais quoi qu'il arrive, c'est les premiers. À jamais les premiers. C'est une phrase qui me tient à cœur. Mais du coup, bah, c'est intéressant. T'as le côté Made in France, marque française, avec ta valeur ajoutée. Tu ajoutes une touche marketing et une philosophie de marque qui va avec ça. Bah, il y a vraiment aucune chance que ça ne fonctionne pas. Tu t'entoures de commerciaux et agents qui donnent cet état d'esprit à la marque, là ça fonctionne. Donc oui, il y a étude de marché nécessaire, mais il y a surtout un bureau d'études sur quel est le produit que tu vas lancer qui est primordial. Et quand on parle d'études de marché, alors juste pour la petite parenthèse, ceux qui me suivent savent que je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis tout petit. Bon, je l'ai Donc placé. jamais les premiers, c'est une phrase que j'ai entendue toute ma vie et qui passe un peu mieux en ce moment. Ouais, ouais, Du on coup, est, on du est dans coup, le je même l'apprends club. un petit. Voilà, j'apprends aussi. Là, on est dans le même club, mais je veux dire, maintenant, vous avez aussi l'étoile. Donc, Voilà, c'est ça, c'est ça. Puis c'est bien pour la France. C'est bien pour la France qui est enfin deux équipes à pouvoir représenter ça au top niveau. Et pour en revenir à l'étude de marché, est-ce qu'une petite marque, selon toi, une petite entreprise qui démarre, elle doit faire un focus, parce que ça c'est une erreur que je vois souvent, ou en tout cas un contexte que je vois souvent, est-ce qu'elle doit faire un focus sur un profil client véritablement déterminé, aller lui parler pour comprendre ses challenges et derrière créer en fait quelque chose autour de lui, ou est-ce qu'elle part en fait de ce qu'elle a en tête et d'aller exposer en fait son histoire qu'elle aura créée par elle-même et voir en fait qui va réagir à ça. pour moi, c'est super compliqué de savoir au démarrage quelle va être ta clientèle. De savoir, bah, tu vois, dans le cadre du magasin, tu m'aurais demandé à 23 ans, et si tu prends la situation 20 ans plus tard, et ben ça a évolué parce que tu peux avoir ton idée, tu peux avoir ta croyance, ta certitude, mais il faut avoir conscience qu'il y a de fortes chances que tu te trompes. Et ben, tu crées une marque en disant, ah, je vais m'adresser à telle personne, tel pratiquant, tel consommateur, mais en fait, t'en sais rien. Le produit va sortir et puis il va peut-être être embrassé par quelqu'un d'autre, mais en fait, c'est trop bien et ça crépite. BV Sport, à la base, c'était quand même des produits qui ont été d'abord lancés, enfin, pour des footballeurs, à destination de footballeurs. Il y a un ADN football parce que stéphanois qui est très très fort. Euh, mais c'est l'athlétisme et puis la course à pied et puis le trail qui a fait le développement de la marque et son succès aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que si tu demandes à ces deux médecins qui ont créé BV Sport en 98, s'ils ont leur vision future, est-ce que vous pensez qu'un jour c'est une marque qui va exposer sur les plus grands événements de course à pied et qui va faire des partenariats avec des athlètes et qui va même peut-être fabriquer d'autres produits made in France, etc. Je pense pas. Je pense qu'ils étaient dans une optique très scientifique à destination de sportifs de haut niveau, avec la volonté de servir des sportifs de haut niveau, football essentiellement parce que c'était quand même leur sport ADN de base. Et en fait, ben ouais, sur le papier, pourquoi pas. Maintenant, il faut s'autoriser à évoluer en parallèle à sa clientèle et ses consommateurs. Et en fait, si tu restes borné sur quelque chose en disant nous non, nous c'est ça, et ben tu vas te passer d'énormément de business et de clients potentiels parce que ou alors tu vas vraiment être très très fort. C'est-à-dire que si dès le démarrage tu sais déjà comment ça va se passer, et que tu as des dons de voyance, bon bah là ok. Mais moi je suis incapable. Il faut avoir vraiment l'humilité de se dire j'aimerais que ça soit ça. Maintenant, potentiellement, non. Ça sera peut-être pas le cas. Ça va être utilisé par d'autres. Une source de consommateurs que j'avais pas du tout anticipé. Et tant mieux. Et c'est tant mieux. Et il faut s'adapter derrière. Ouais, et d'où l'importance, à un moment donné, une fois qu'on a démarré son business et qu'on commence à avoir un premier pool de clients, d'aller voir en fait quel est le profil ou les profils qui matchent le mieux avec la marque. C'est comme un athlète, on va capitaliser sur nos forces. Si on voit comme BV Sport que évidemment le marché où le client il répond plus sur un côté running ou sur un côté performance de course, on va aller là-dessus. Pas rester borné sur une idée de départ qui peut évoluer. C'est ce que tu as fait toi d'ailleurs avec ta boutique, mais d'où l'importance, encore une fois, de se poser, de s'arrêter un moment, pas de s'arrêter, non, mais en tout cas de prendre un petit peu de temps, un peu de recul pour aller parler à ses clients, pour aller analyser ce qui se passe et savoir en fait quel profil répond le mieux et ensuite créer un écosystème autour de lui. Pour finir, moi, est-ce que tu peux, je pense que on en a parlé en début d'émission, tu viens du domaine du sport et de l'athlétisme, est-ce que tu continues à faire du sport?
C'est quoi la journée une journée type de Benoît, si tant est qu'il y en ait une? Je continue à faire du sport et j'en fais pas suffisamment, j'aimerais en faire plus, mais la course à pied, enfin, l'athlé, c'est un sport magnifique, mais ça te laisse quand même des traces, hein. Tu gardes un peu des stigmates, quoi. Donc là, aujourd'hui, courir, vraiment, c'est compliqué. Et ça serait vraiment plus simple que je puisse courir parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire tout le temps, n'importe quand, hein. Mais moi, c'est vraiment synonyme de douleur et de souffrance pour moi. Donc aujourd'hui, c'est plus possible. J'ai découvert le vélo il y a quelques années et c'est un super bon compromis pour moi parce que il y a une notion un peu de puissance, d'endurance, et puis c'est pas traumatisant. Donc le sport que je pratique le plus, c'est le vélo. Et je le pratique, j'aimerais faire des sorties plus longues parce que c'est un peu chronophage comme sport, mais je roule entre midi et deux. Là, j'essaie de rouler un peu plus le week-end prochain. Tu vois, on fait une sortie sur tout un week-end, un peu plus de 300 kilomètres. C'est de se fixer un petit peu des petits challenges dans cet esprit-là, de rester actif autant que possible. Mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment de sport dans mon quotidien aujourd'hui pour que ça aille encore mieux. Il faudrait que j'en fasse plus. De temps en temps un padel, des petites choses comme ça, un petit peu de salle, muscu, mais vraiment plus suffisamment de sport pour par rapport à ce que je faisais, parce que même si t'en as fait beaucoup jeune, en fait, il faut quand même en garder. C'est le fait de stopper comme Mmh. ça. Déjà, quand j'ai arrêté d'être athlète, j'ai pris beaucoup de poids. Et puis le métier de commercial, pour ça, c'est compliqué parce que tu manges un peu à la va-vite, sandwich au volant. C'est des vies un peu rythmées. Donc ça, moi, ça m'a quand même un peu fait du mal. Et c'est compliqué là aujourd'hui, à plus de 40 ans, de reprendre un petit peu la main sur ça. Et bon, il faut tendre vers ça, mais c'est pas forcément toujours ça. Donc une journée, les semaines, c'est très variable en fait. C'est très variable. Ça dépend des périodes. Si t'es en période d'achat, il faut vraiment que tu vois tout le monde très vite. Ah là, c'est beaucoup de kilomètres, beaucoup de kilomètres. Donc là, du coup, le lifestyle, il est pas terrible. Je te mens pas qu'il est pas terrible. C'est vraiment puis là, en plus, après 15 ans de carrière de terrain, tu fais 60 000 bornes par an en voiture. C'est ce qui commence un peu à, tu vois, à être difficile parce que t'as des périodes où c'est très très intense, où t'es plus beaucoup chez toi et où les positions dans la voiture, etc. Tu sens que ça fait mal, puis t'as pas le temps de faire autre chose parce que bah ouais, idéalement, t'as la perte de chaussure, tu vas courir, ça c'est le top. Vraiment, j'adorerais. Mais du coup là c'est pas possible. Donc du coup voilà. Et après il y a des périodes qui sont un petit peu plus calmes où je peux être un peu plus au magasin, où tu fais plus d'administratif. Bah là pour le coup ouais, j'essaie d'aller rouler dès que possible, dès que la météo s'y prête. Et là du coup on est un peu dans cette période-là. Ouais, c'est pas évident, tu disais que tu étais père de famille, tu as plus de 40 ans, c'est mon cas aussi. Pas facile de mettre en place des routines. Donc on voit beaucoup de choses, des trends sur les réseaux sociaux avec je me lève à 5 heures du mat, je prends une douche froide et je médite pendant 1h30 et compagnie, mais ça c'est voilà, c'est un film. La réalité, elle est différente, elle est que quand tu es entrepreneur, bah, des fois 1 heure du mat, tu bosses toujours sur quelque chose et que, bah, tu vas dormir 4 heures et 5 heures et en fait la question qui se pose, en tout cas en ce qui me concerne, hein, c'est comment est-ce que tu peux optimiser en tout cas, plus ta récupération tout en continuant à faire du sport et bah, en ayant une nutrition adaptée à ton rythme et pas aller chercher des routines qui de toute façon, sont chronophages et qui vont, avoir un impact sur nos vies personnelles et professionnelles. Mais bon, quand on a 25 ans, on est, voilà, célibataire ou en tout cas qu'on n'a pas de vie, familiale, ça peut être intéressant de faire des routines comme ça, mais au-delà de 40 ans et avec une famille et des business, Sûr. bon courage. Ouais, ouais, c'est clair, mais ça il faut en avoir conscience aussi, hein. C'est euh, c'est un job qui s'arrête jamais vraiment. Qu'on est constamment connecté avec un mail, un truc que tu reçois. C'est vrai, ça c'est pour ça que bon, si tu arrives à conserver un sport, ne serait-ce qu'1 heure et de décharger un petit peu, ça c'est vraiment l'idéal. Et après tu as des jobs qui sont sédentaires, peut-être un peu plus faciles à mettre en place, mais la contrainte de la voiture dans le job de commercial, là, c'est quand même quelque chose qui est difficile à appréhender, quoi. Puis il y a des moyens aussi de raccourcir les routines, hein. La méditation, ça peut se faire sur un laps de temps plus court. Et pareil pour la nutrition, on peut trouver des raccourcis. Après, chacun est différent. Donc moi qui ai un peu bossé dans le coaching de nutrition, je vois que chacun est différent. Il y a des personnes pour lesquelles le jeûne intermittent, ça a très bien marché, pour d'autres non. Mmh. Donc vraiment, c'est du cas par cas. Et pour finir, Benoît, je pose toujours cette question à la fin de ce podcast. Si ton business, bah, du coup, tu en as deux, donc soit tu allies les deux, soit tu en trouves un pour chaque. Si ton business était un athlète connu, il serait qui? Bah, je te dirais Michael Jordan, comme ça, de suite, sans trop réfléchir. Michael Jordan, parce que c'est l'athlète qui m'a le plus inspiré. Je peux même dire que c'est un des seuls pour lesquels je suis fan. De l'histoire, de la carrière, de tout ce qu'il a créé autour de lui, même si c'était quelqu'un qui peut être un peu controversé sur certains aspects, mais il a toujours eu son franc-parler. C'est quelqu'un qui a toujours eu beaucoup de fidélité, lui aussi d'évolution. Il est arrivé, il a mis du temps avant de gagner son premier titre, mais il est resté. Il a gagné beaucoup, il a été efficace, il a marqué une génération et même les générations futures. Si tu peux amener une carrière proche, identique, c'est impossible si tu fais la corrélation avec le business. Et c'est ce genre de carrière vers laquelle j'aimerais tendre, ça c'est sûr. C'est quoi, quelles sont ces valeurs ou en tout cas ces attributs bah, avec lesquels tu fais les liens pour ton business? Est-ce que c'est l'excellence? Est-ce que c'est, l'acharnement, la rigueur? Et c'est ça. Je pense que c'est vraiment déjà un passionné, un mec global parce qu'il aurait pu faire, je pense, n'importe quel sport et il aurait été tout aussi bon. Et quand il a voulu arrêter sa carrière et faire du baseball, en très peu de temps, il est arrivé quand même à un niveau qui est difficilement accessible pour le commun des mortels. Et Euh, c'était pas mal en golf aussi. ouais, 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 non, mais de toute façon, c'est peut-être à la limite le défaut qu'on peut lui attribuer, c'est qu'il est à un niveau il est tellement à fond dans tout ce qu'il fait que ça en devient presque une addiction et dans n'importe quoi, Mmh. il va à 200%. Et par contre, ouais, passionné, acharné, travailleur.
quelqu'un qui a été dur avec les gens qui ont travaillé avec lui, je pense, ils l'ont tous dit. Mais par contre, il regrette rien parce que c'est quelqu'un qui t'amène jusqu'à l'objectif, quoi. À partir du moment où il joue une finale, il la gagne. C'est ce qui le distingue, je pense, de tous les autres basketteurs, si on reste dans le segment du basket. Mais, et puis le geste, tu vois, toutes ces choses-là, quand t'es petit, tu vois, ça, c'est inspirant. Si je devais trouver un parallèle dans un autre sport, tu vois, Sergei Bouka, moi, en athlète, c'est quelqu'un qui m'a toujours Mmh. impressionné énormément parce que t'as une maîtrise telle de ton art et une facilité à dire, mais en fait, je pourrais faire beaucoup plus, mais je vais monter, monter, monter et faire rêver tout le monde pendant des années. Et Duplantis, aujourd'hui, il y a un vrai gros parallèle avec une personnalité différente, mais où tu retrouves quand même des choses assez proches. Mais les gens, vraiment, en fait, il y a une phrase que j'avais entendue qui me plaît beaucoup. Ce qui est compliqué, c'est de donner l'impression que c'est simple. Et ces athlètes-là, quand tu vois un Michael Jordan, un Dunk, un truc, t'as l'impression que c'est simplissime. Mais c'est des heures et des heures et des heures de travail. Bah, c'est pareil pour Bouka, Duplantis, c'est pareil. Là, il y a des documentaires qui sortent sur eux. C'est des mecs qui s'entraînent comme des dingues. Et t'as l'impression que c'est tellement facile. Et pour arriver à ce niveau-là, en fait, il faut juste être hors norme. Et du coup, voilà, moi, je me compare pas du tout, à aucun moment. Mais par contre, c'est des inspirations, ça c'est clair. Inspiration. OK, très bien. Pour finir, Benoît, une personne qui voudrait connecter avec toi, elle va où? Connecté dans quel sens? Connecter, c'est-à-dire qui voudrait, échanger avec toi sur du business, sur autre. Comment est-ce qu'on peut connecter avec toi? Bah, les Enfin, moi, réseaux je sais que sociaux. tu es, sur LinkedIn. C'est là où on est rentré en connexion, ouais. Ah, LinkedIn, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram pour le magasin, LDK, c'est plus LinkedIn, on va dire, le côté pro, quoi, parce qu'il n'y a pas forcément de lien direct avec des consommateurs encore. Mais ouais, LinkedIn, ouais, bien sûr. Ouais, ça, merci Benoît. Avec plaisir. Merci pour ta participation et Merci je te pour dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao.